Bonjour, mesdames, messieurs. Bonjour, chers doctorants, chers étudiants. C'est donc avec un réel plaisir que je poursuis cet enseignement dans cette quatrième vidéo. Dans la première, c'était une introduction critique. Dans la deuxième vidéo, j'ai exposé sur le champ disciplinaire des droits de l'homme. Dans la troisième, je vous ai présenté la discussion sur les fondements. Et dans cette quatrième vidéo, je vais parler de la transversalité et de l'effectivité des droits de l'homme. Cette transversalité, elle est importante à la comprendre par rapport aux autres branches du droit que vous mobilisez dans vos recherches. Et l'effectivité, je vais l'aborder notamment sur le plan de la protection internationale des droits de l'homme. Donc un sujet intéressant, passionnant, qui mobiliserait plusieurs lectures, mais je vais dans cette vidéo essayer de faire l'économie des développements trop longs pour que nous allions à l'essentiel et que vous en sortiez avec des éléments pertinents, susceptibles de soutenir vos diverses analyses dans vos travaux respectifs. Chers doctorants, vous le voyez tous les jours dans les médias, radio, télévision, journaux, etc. Bref, j'en passe. Comme s'il s'agissait d'une évidence, tous les États défendent les droits de l'homme aujourd'hui. Tous les États, tous les régimes défendent les droits de l'homme. Du moins sans parole. En parole. Et souvent, tant que cela n'engage pas à grand-chose. Contrairement à ce qui se passait pendant la période de la guerre froide, où il y avait des antagonismes, des différences dans les perceptions de droits, je l'ai évoqué, ceux qui étaient plutôt pour les droits civils et politiques, d'autres pour les droits économiques et sociaux, et les uns reprochaient aux autres de ne pas respecter tel droit, etc. Bref, aujourd'hui, il y a une forme de ce qu'on appelle, entre guillemets, la religion des droits de l'homme, où tout le monde vous dit, nous respectons les droits de l'homme, en parole. Et tant que cela n'engage pas à grand-chose. Dans la même lignée, Bertrand Badi a dit que le discours sur les droits de l'homme rassure ceux qui voient pour l'ordre international les chances d'un nouvel humanisme et inquiète ceux qui perçoivent un horizon de nouveaux missionnaires. Donc il y a une perception contrastée des droits de l'homme. Mais au-delà de ce discours, il ne faut pas donner aux droits de l'homme une vocation messianique. Comme l'a d'ailleurs rappelé Guy Orange, qui disait dans un texte, il dit « Les droits de l'homme n'ont pas établi le paradis sur terre. Ils n'en dessinent même pas les contours. » Il faut être très prudent. Et ça, je vais discuter après vous avoir monté donc cette trajectoire historique. Je vais repréciser certains points qui me semblent importants pour comprendre cette transversalité et cette effectivité des droits de l'homme. La question de la paternité, on revendique la paternité historique, parce qu'on croit par le fait qu'on aurait cette paternité, on serait exempt de toute critique. Souvenez-vous, il y a beaucoup d'États qui se présentent comme des patries des droits de l'homme. Patrie des droits de l'homme. Les autres seraient donc à la périphérie de cette dimension patriotique des droits de l'homme, ce qui est excessivement fou. C'est la communication diplomatique et politique. Je ne vais pas citer les États, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Juste pour montrer que là encore, ces revendications historiques ne sont pas nécessairement fondées et ne sont pas nécessairement pertinentes. Puisque on voit bien que, comme je l'ai dit, il y a des textes parfois plus anciens. Prenons le cas de la charte du Mondaine que j'ai citée dans la précédente vidéo. La charte du Mondaine qui a été conçue par la confrérie des chasseurs du Mondé au sud de Bamako. Cette déclaration solennelle proclamée le jour de l'intronisation de l'empereur Soundiata Keïta en 1222 affirme l'opposition de la confrérie des chasseurs à l'esclavage dans l'Empire du Mali. Les droits de l'homme, donc on peut dire déjà avec un texte comme ça qu'il y a déjà quelques principes de droits de l'homme. Alors maintenant, il ne faut pas non plus surestimer
la valeur juridique de ces textes. Oui, parce que les droits de l'homme ne sont ni une invention des dieux, ni le résultat d'une prétendue générosité du pouvoir politique ou d'un empereur quelconque. On peut remonter loin, même dans le Moyen-Âge, on va trouver quelques manifestations concrètes des droits de l'homme. On peut parler du Code d'Hammurabi, 3000 ans avant Jésus-Christ. On peut parler de la Magna Carta, la Grande Charte de 1215 en Angleterre, le Bill of Rights de 1688 en Angleterre. Bref, il y a des textes. On peut aller plus loin, aux États-Unis, avec la déclaration de 1776, qui pose les grands principes, d'ailleurs, qui sont encore en vigueur aujourd'hui dans la Constitution des États-Unis. Rappelez-vous que déjà même à l'époque, dans cette déclaration d'indépendance des États-Unis, le 4 juillet 1976, on a l'affirmation des principes qui aujourd'hui ont acquis une valeur juridique. Il en est de même la déclaration de 1789, la déclaration française des droits de l'homme et du citoyen, que j'ai d'ailleurs citée dans les précédentes vidéos. Oui, donc le problème n'est pas de rentrer dans cette polémique ancestrale qui, comme je l'ai dit, est quasiment éternelle. Sa pertinence dans les travaux, il est bien d'approfondir, etc. On peut faire des approches comparées. Dans l'écriture de la déclaration de 1789 par rapport à la déclaration de 1776, sachant que les uns et les autres prétendent avoir écrit à la place. Bref, voilà. Mais ce n'est pas l'objet de ma discussion avec vous dans le cadre de ce séminaire. Ce qui m'intéresse, c'est sur quoi est fondée cette transversalité des droits. Rappelons d'abord qu'au commencement étaient plutôt les devoirs que les droits pour les hommes. Parce que les hommes se devaient obéissance et servilité aux rois, aux prêtres, aux groupes ethniques. Oui, parce que les groupes, la société exigeait des hommes le sacrifice de la personne au détriment de sa liberté. Il faut saluer l'avènement du christianisme qui va constituer un tournant fondamental dans l'avènement d'une ère des droits de l'homme. Il ne faut pas oublier que l'enseignement du Christ montre que tous les êtres humains sont égaux car ils sont tous fils de Dieu. Je n'en fais pas une doctrine juridique. C'est un rappel historique, philosophique. Toutefois, la situation politique des premiers siècles du christianisme est sous l'emprise d'une église qui proclame que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne soit de Dieu et celles qui existent sont établies par Dieu. De sorte que celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordre voulu de Dieu. Donc la personne humaine n'a aucune liberté. Et l'on voit les totalitarismes soutenus par l'Église, rendre à César ce qui est à César. Vous vous souvenez toujours de cela. Il faut donc attendre des siècles après, notamment le XIIIe siècle, pour voir les rapports entre l'homme et l'autorité se désacraliser. Notamment avec saint Thomas d'Aquin, qui va apporter une contribution significative en affirmant que l'autorité qui doit réaliser le bien commun vient de Dieu. Nuance. L'autorité qui doit réaliser le bien commun vient de Dieu. Donc, saint Thomas, un grand maître, fait une distinction clairement entre l'autorité et son titulaire. Désignée par les hommes, cette autorité doit réaliser le bien commun. Parce qu'il ne suffit pas d'être autorité. L'autorité qui vient de Dieu, c'est l'autorité qui doit réaliser le bien commun. Souvenez-vous de cette affirmation très importante de saint Thomas d'Aquin. Alors, si le titulaire de l'autorité ne réalise pas le bien commun, il peut alors être déposé. Il peut être déposé. Et l'on voit que là, il y a une nuance très importante.
Alors, à partir du 7e siècle, les grands juristes, les grands maîtres, je citerai Suarez, Grotius, Pufendorf, vont élaborer des ouvrages importants, notamment en droit international, comme on l'appelait à l'époque, le droit des gens. Ils vont dégager les principes fondamentaux qui aboutiront à la fondation du droit international. Et dans ces ouvrages majeurs, ils évoquent les droits naturels de l'être humain qu'aucun absolutisme ne saurait méconnaître. Et d'autres auteurs vont s'appuyer là-dessus. John Locke, Montesquieu, Rousseau vont apporter chacun dans sa théorie politique une avancée décisive pour la formulation juridique des droits de l'homme. Mais tout ce que je vous dis est très important, mais il ne faut pas oublier, et ça c'est important également, que pendant qu'on parle des lumières des droits de l'homme, pendant qu'il y a le soleil des droits de l'homme qui irradie l'histoire de l'humanité, mais ne jamais oublier l'éclipse solaire de la notion des droits de l'homme par la traite négrière, l'esclavage, la colonisation. Ça a été, pour l'histoire des droits de l'homme, une dramatique parenthèse, dans le sens où cette période a montré les limites de toutes ces idées, de toutes ces philosophies qui se sont exprimées, consolidées pendant des siècles. L'être humain, l'Africain, a été chosifié, vendu, on lui a dénué la dignité inhérente à toute personne humaine. Donc même les grands auteurs que je viens de citer, certains, comme Voltaire, ont eu des propos complètement racistes, esclavagistes. C'est pour ça qu'il faut toujours être très prudent dans la recherche de la paternité historique des droits de l'homme, qui n'est pas dénué des propos contradictoires. Oui. Et c'est donc par ce chemin difficile, escarpé, que l'on va arriver avec les grands textes du XXe siècle, la constitution de l'OIT en 1919, la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, la Charte des Nations Unies en 1945, les pactes internationaux, le premier sur les droits civils et politiques, le second sur les droits économiques et sociaux en 1966, la Convention des Nations Unies contre la torture en 1984, la Convention des droits de l'enfant, la Convention contre la... Bref, tous ces instruments qui aujourd'hui forment l'ossature des droits de l'homme. C'est très important de les connaître dans vos recherches, c'est très important de les convoquer et de rentrer en discussion. Il est bien, je dirais, dans vos recherches, parfois d'être dans la recherche de l'extase, dans l'examen d'un texte qui vous donne sensation. Mais en même temps que j'évoque tout ça, je ne saurais oublier la globalisation, la mondialisation, la révolution technologique, qui en même temps va de pair avec les inégalités, l'apparition du terrorisme, les changements climatiques. Vous voyez, toutes ces problématiques doivent vous interpeller. Toutes ces problématiques doivent vous interpeller. Doivent également vous interpeller la persistance des particularismes communautaires fondés sur des spécificités culturelles, religieuses, linguistiques qui souvent affaiblissent
la cohésion internationale de notre humanité et favorise, sinon génère des conflits. Oui, dans cet univers impitoyable, dans ces contextes difficiles, vous comprendrez que les droits de l'homme sont souvent bafoués. La violence s'accroît. Quoi qu'on en dise, la pauvreté frappe la moitié de la population mondiale. Dans un tel contexte, toute violation grave des droits de l'homme peut rapidement prendre des proportions tragiques et souvent conduire à des situations de crise humanitaire. Et qui pose d'ailleurs le débat que j'ai évoqué sur la légitimité de l'intervention humanitaire. Mais il y a aussi un autre débat, la responsabilité de protéger, la question de la sécurité humaine au-delà de la sécurité de l'État. Donc ce sont des problématiques importantes qui doivent vous interpeller dans vos recherches sur ces questions. Oui. Dès lors, il apparaît à l'évidence que l'intervention humanitaire n'est pas un corps expéditionnaire qui se serait débarrassé de toutes les règles de droit, qui pourrait s'affranchir du droit international humanitaire au motif qu'on serait au service du bien. Non. Le droit humanitaire est là, encadre ces opérations. En même temps, sur ce que j'ai évoqué, la responsabilité de protéger et la sécurité humaine, il apparaît à l'évidence que seule une intervention militaire, parfois, pourrait protéger les populations victimes des violations graves des droits de l'homme. Cette justification n'est pas pour autant exemple d'a priori idéologique, qui parfois laisse croire que la solution militaire serait porteuse d'une efficacité incontestable, ce qui n'est pas nécessairement vrai, parce que parfois les interventions militaires créent des problèmes supplémentaires. Oui, créent des problèmes supplémentaires. Donc nous sommes dans ce débat. Voilà le contexte dans lequel vous allez comprendre la transversalité et l'effectivité des droits de l'homme. Comme j'aime à le dire, hein, les droits de l'homme ne sont pas nés sur le terre, ne sont pas nés par une sorte de main invisible qui aurait donné les droits aux individus. Non, les droits de l'homme sont nés sur le terrain des idées, des combats politiques, des luttes syndicales, des revendications et des mobilisations sociales. Tout ceci a donné cette dynamique et cette consécration des droits de l'homme. Mais ce qui est important pour moi, pour vous, c'est la consécration par le droit positif. La consécration par le droit positif. Il faut garder présente à l'esprit cette idée principale que le droit doit être consacré par des instruments juridiques pour échapper aux dérives qui menacent la juridicité des droits de l'homme, notamment la dérive émotionnelle qui tend à transformer les droits de l'homme en une morale de bons sentiments, et aussi, à contrario, la dérive positiviste qui conduit à s'enfermer dans un juridisme étroit et parfois criminel. Oui. Il faut faire attention. Si les droits de l'homme constituent bien une réalité juridique, la science qui prétend les traiter reste à construire pas à pas. Est très important. Et d'ailleurs, René Cassin, l'un des rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, disait à ce sujet que la science des droits de l'homme se définit comme une branche particulière des sciences sociales qui a pour objet d'étudier les rapports entre les hommes en fonction de la dignité humaine, en déterminant les droits et les facultés dont l'ensemble est nécessaire à l'épanouissement de la personnalité de chaque être humain. Voilà ce que disait René Cassin au sujet de la science des droits de l'homme.
Alors c'est pour rappeler, et j'insiste sur ce point, que les droits de l'homme est un corpus juris, défini comme l'ensemble des principes et des normes matérielles, des mécanismes procéduraux et institutions qui concourent à la promotion et à la protection des êtres humains sur le plan international, régional et national. Les droits de l'homme sont constitués d'instruments juridiques qui montrent qu'il existe une unité fondamentale quant à leur conception et leur finalité. Et cette unité se fonde sur un accord selon lequel toutes les initiatives pour la sauvegarde des droits de l'homme ne s'épuisent pas avec l'intervention de l'État. Ça va au-delà. Parce qu'il existe finalement la famille humaine, les Nations Unies, la communauté internationale. Tous ces concepts ne sont pas des utopies vides. L'universalité des droits de l'homme, enchâssée dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, ne cesse de nous le rappeler. Évidemment, puisque j'ai parlé d'instruments juridiques, et puisque je vous ai dit que les droits de l'homme, ce n'est pas la morale, les bons sentiments, ce n'est pas l'émotion. Donc, nous devons parler de droit. Il s'agit d'abord, naturellement, de droit, c'est-à-dire de la technique juridique, de règles, de procédures et d'institutions. Et vous devez en avoir la maîtrise dans vos thèses, dans vos travaux respectifs. Si les aspects théoriques n'y sont pas exclus, les droits de l'homme conservent cependant leur autonomie vis-à-vis de la philosophie, la religion, la morale, la politique, ne s'en inspirant ou ne les utilisant que pour réaliser son objet, à savoir garantir une protection de la dignité inhérente à toute personne humaine avec des outils juridiques qui lui sont propres, codifiés dans des conventions internationales ou sur le plan interne dans les constitutions et législations, malgré la diversité des cultures et des systèmes politiques. Donc, dans vos travaux, il ne faut pas oublier que c'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel, le droit. C'est dans le droit, c'est par le droit et à travers le droit, j'insiste, c'est dans le droit, c'est par le droit et à travers le droit que les droits de l'homme ont une réelle chance d'être effectifs et de connaître un développement propre à assurer l'épanouissement de l'être humain. Il est donc pour tout chercheur, tout juriste-chercheur, de comprendre l'appareillage normatif, procédural et institutionnel. Parce qu'il ne suffit pas de citer tous les malheurs du monde. Il faut comprendre les règles qui sous-tendent les droits de l'homme. Les normes relatives aux droits de l'homme et les mécanismes qui garantissent leur effectivité sont de nature variable et d'inégale portée. Mais la méconnaissance de ces règles et de ces procédures vous conduira à un égarement, malgré votre passion pour les droits de l'homme, malgré la loyauté de celui qui prétend défendre les droits de l'homme. S'il ne maîtrise pas ces règles, il va s'égarer. Vous allez crier sur un État qu'il a violé telle règle alors que la règle ne lui est pas opposable, parce qu'il n'a pas ratifié la Convention, sauf s'il s'agit d'une coutume. Et c'est là qu'intervient l'intelligence du droit, l'intelligence de la technique juridique. Même pour une convention ratifiée, encore il faut se poser la question s'il n'y a pas une réserve licite, s'il n'y a pas une déclaration interprétative. C'est pour toutes ces raisons que vous devez comprendre qu'il est important de s'assurer de la qualité juridique de la règle en cause et du mécanisme de sanction approprié. Les incidences à l'issue d'une procédure sont variables et peuvent dérouter celui qui croit au rêve d'une société internationale organisée, etc. Non, ça ne se passe pas comme ça en droit.
telle convention peut ne pas comporter un mécanisme de contrôle ou être d'application directe. De même, telle résolution peut exprimer un consensus, mais ne pas avoir un caractère obligatoire. Oui. Et c'est pour cela que bien souvent, je dis à mes jeunes étudiants de licence, etc., de master, que les droits de l'homme, c'est un droit complexe et réservé à une initiation patiente. Patiente, parce que c'est une matière qui est admirablement parsemée d'obstacles. Parsemée d'obstacles. Les ratifications, les réserves, les déclarations interprétatives, les retraits de réserve, les dénonciations des conventions, tout ça, il faut en avoir conscience lorsque vous traitez des questions des droits de l'homme. Et c'est là que vous allez vous révéler, comme disait Karel Marber à l'époque, un vrai jurisconsulte. Parce qu'il faut toujours vous souvenir que la diversification des engagements des États pose une série de problèmes juridiques complexes. Les modalités de l'articulation entre les traités sont tout à la fois objectives et subjectives. Mais en pratique, les règles objectives issues de la Convention de Vienne sur les droits du traité de 1969 apportent peu d'éléments de réponse sur ça. Alors on se fie au volontarisme des États, à travers les engagements contractés, qui sont parfois truffés de déclarations facultatives et des réserves, pour préciser les limites de leur engagement. Oui. Il faut comprendre donc toutes ces articulations et comprendre la cohérence matérielle des droits garantis. Encore, faut-il passer de cette description d'un système juridique aux perspectives de son évolution, parce qu'il y a des nouvelles règles qui s'ajoutent, parfois qui se juxtaposent. Et du coup, parfois on se perd. Certains ont parlé de la broussaille des droits de l'homme. Il faut être initié pour s'y retrouver. Oui. Mais au-delà, sans nier l'essentiel du juridique dans ce travail, il faut aussi ensuite se souvenir, comme je l'ai dit et j'ai insisté sur ce point, que la protection des droits de l'homme est aussi perçue comme une éthique porteuse d'une signification idéologique. C'est une éthique également. Oui. Et alors, les droits de l'homme, droits de l'humanité, un ensemble de principes porteurs de valeurs universelles qui, finalement, favorisent la dimension qualitative de l'état de droit. Un état de droit de qualité articulé sur les droits de l'homme. Pas un état de droit nazi articulé sur la déshumanisation et qui brandirait des règles de droit en disant « ça c'est la loi », mais c'est une loi déshumanisante. Souvenez-vous de ce que j'ai dit en introduction. Le juriste dit le droit pour la justice. Oui. C'est pour ça que je me plais à vous rappeler que les droits de l'homme sont nés sur le terrain des idées. Le terrain des idées. Encore, il faut faire le tri, distinguer le bon grain de l'ivraie. Il y a des principes qui sont plus importants. L'égalité entre les hommes. L'égalité entre les hommes et les femmes. L'existence des droits subjectifs opposables au pouvoir. La primauté des droits de l'individu sur ceux de la collectivité, etc., etc. Tout ça, c'est très important. Mais cette juridicité, qui est importante, elle se révèle si elle ne s'accompagnait pas d'une justiciabilité
de la juridicité, de la consécration juridique, il faut regarder aussi la justiciabilité de ce qui est consacré. Et c'est là également un champ important. Parce que l'avenir de la protection des droits de l'homme en dépend. Parce qu'il y a, certes, l'exigence des mesures nationales d'implémentation, étant entendu que le droit international doit être intégré dans le droit interne au travers des ratifications, des adaptations, des promulgations des lois, notamment en matière pénale. Certaines conventions ne prévoient pas des sanctions pénales, ne prévoient pas des infractions. Prenons le cas de la Convention contre la torture. Il faut bien aménager le code pénal pour pouvoir intégrer le crime de torture dans sa législation pénale. Et ça, c'est important de le faire. Mais à tout ceci, n'oublions pas, et j'insiste, qu'il y a certaines règles qui sont impératives de jus cogens. L'on ne peut pas, quelle que soit la raison, s'affranchir de ces règles. Et il y a des règles qui s'appliquent à tous, qui sont erga omnes. Donc, tout ça constitue le corpus de la transversalité des droits de l'homme. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, juridicité, oui, mais encore, il faut penser à la justiciabilité. Et c'est là, pour y arriver, qu'on voit alors des questions de mécanismes de protection des droits de l'homme. Ces mécanismes sont nombreux et s'imposent à nous en fonction des engagements des États. Vous voyez? Donc, il faut avoir à l'esprit que le droit doit être respecté et lorsqu'il y a des violations, il faut évidemment sanctionner. Je ne vais pas insister sur le particularisme des règles des droits de l'homme. Vous en avez eu des éléments dans les précédents séminaires, etc. Je ne vais pas vraiment trop insister sur cela, ça nous prendrait beaucoup de temps. Puisque vous avez dans les cours précédents, dans les séminaires précédents, plusieurs détails, que ce soit en matière pénale, en matière civile, etc. Je vais terminer simplement sur cette justifiabilité pour vous dire qu'il appartient d'abord à l'État. Il appartient d'abord à l'État de respecter et de faire respecter dans son ordre juridique interne les droits de l'homme. La responsabilité incombe à l'État parce que la justice interne, la justice étatique, est considérée comme le lieu par excellence où toute victime devrait venir réclamer le respect des droits de l'homme et demander réparation. C'est d'abord au juge interne. Parce qu'on s'empresse souvent d'évoquer la justice internationale, les mécanismes de l'ONU, etc. Non. La justice interne est la pierre angulaire de la protection des droits de l'homme dans une société démocratique. Je répète, la justice interne est la pierre angulaire de la protection des droits de l'homme dans une société démocratique. Son indépendance, son impartialité sont nécessaires pour la réalisation d'un procès équitable dans un délai raisonnable qui offrirait à chaque justiciable le droit d'être entendu par un tribunal compétent, indépendant et impartial. Je vous renvoie à l'article 14 du Pacte international sur les droits civils et politiques. Certes, vous me direz, cette indépendance n'est pas toujours objectivable, nous en convenons. Mais il convient de s'assurer que le juge saisi est le bon et que le droit réclamé n'est pas qu'une simple prétention morale. Quel est le droit qui a été violé? Quelle est la juridicité de ce droit? Avez-vous saisi le bon juge? Oui. Pour y arriver, il est donc nécessaire dans chaque affaire de s'assurer de l'état de la législation interne,
des normes internationales opposables à l'État au gré de ses ratifications et ses déclarations de ses réserves. Il arrive dans certaines situations particulières que la justice interne elle-même s'internationalise. Lorsqu'elle tente, malgré elle, de pallier aux carences de la justice internationale, notamment en matière de crimes internationaux. Et c'est pourtant certains États ont doté leur justice de la compétence universelle pour se saisir d'un certain nombre de crimes qui heurtent la conscience de l'humanité. C'est vrai, vous me direz, oui, cette compétence universelle a fait l'objet de critiques, de contestations, etc. Elle s'est même presque atténuée. Ça n'enlève rien à la pertinence de ce choix. Ces contestations politiques se sont fourvoyées. Certes, les quelques législations révolutionnaires en la matière ont tous été aménagées, pour ne pas dire plus. Et il n'en reste pas moins que cette idée de compétence universelle pour les États en matière des droits de l'homme est une bonne chose. Le reste, c'est comment l'encadrer, comment préciser, quelles sont les modalités procédurales. Il est fort probable qu'il y ait des aménagements. J'en conviens. Mais en soi, le principe, il ne faut pas considérer que c'est l'impérialisme judiciaire, au nom de quoi, mais au nom des valeurs universelles. C'est pour ça qu'il y a compétence universelle, au nom de la dignité inhérente à toute personne. Parce que tous les États ont le devoir de respecter et de faire respecter. Parce que le respect est universel. L'article 56C nous le dit. Donc cette compétence universelle n'est pas une invention. Parce que le respect est universel. Il faudrait bien qu'il y ait cette solidarité dans la vérification de l'universalité de ce respect. Alors cette compétence universelle, certains me diront oui, mais ça a échoué, ça n'a pas marché. Mais laissez le temps long à l'histoire de la justice. Il peut y avoir des zigzags, mais l'idée est là. Peut-être que nous aurons demain des législations révolutionnaires. On voit aujourd'hui avec certaines infractions. Regardez, je reviens encore à la pandémie. À supposer qu'il y ait une propagation intentionnelle du virus. Peut-être pas celui-ci, mais demain, il peut y en avoir un autre. On ne devrait pas accepter que ceux qui auront commis les tels actes aillent se cacher dans un pays au motif qu'ils seraient à l'abri de la répression. Non. Et s'il n'existe pas le tribunal international susceptible de les juger, peut-être qu'il faudra faire confiance à la compétence universelle des États. C'est pour ça que j'insiste sur la pertinence de cette compétence universelle. Alors, une fois sortis de la justice étatique, nous regardons alors les mécanismes internationaux qui sont nombreux. Il y a la protection internationale, la protection régionale, la protection pénale également, à travers les juridictions pénales internationales. En ce qui concerne la protection internationale, il y a des organes de l'ONU qui ont été institués pour s'assurer que les États qui ont ratifié les traités relatifs aux droits de l'homme s'acquittent de leurs autres devoirs. Je parlerai du comité des droits de l'homme, du comité contre la torture et des autres comités. Il y a aussi des institutions mises en place pour vérifier que les États s'acquittent de leurs obligations. Par exemple, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qui procède à une évaluation de la situation des droits de l'homme dans chaque pays pour pouvoir faire des recommandations pertinentes au gouvernement afin d'améliorer la situation des droits de l'homme. Donc tout ça, c'est très important. Mais il y a également, sur le plan régional, des mécanismes qui sont prévus. Et dans le contexte africain, je parlerai de la Commission africaine des droits de l'homme et de la Cour africaine des droits de l'homme, que beaucoup d'États rechignent à ratifier les instruments juridiques pertinents. Les États préfèrent se contenter de la Commission
pour la simple et bonne raison que la Commission ne rend pas des arrêts obligatoires, contrairement à la Cour africaine des droits de l'homme, qui, elle, est une cour qui rend des décisions obligatoires. Tous ces gouvernements qui s'empressent à déclarer leur bonne foi sur le respect des droits de l'homme, pourquoi ne ratifient-ils pas le protocole créant la Cour africaine des droits de l'homme et non seulement ratifier, mais reconnaître que des individus puissent amener leur cause devant la Cour africaine des droits de l'homme après avoir épuisé les voies de recours internes. Ce serait la preuve de leur engagement en matière de droits de l'homme. Donc regardez, allez sur le site de la Cour africaine des droits de l'homme, regardez combien d'États africains ont ratifié les instruments juridiques de la Cour africaine des droits de l'homme. Eux qui clament tout haut être des victimes d'une justice néocoloniale qui s'en prendrait au chef d'État, à tel haut fonctionnaire, etc. C'est bien beau de le dire, mais là est la justice africaine. Pourquoi on ne s'en préoccuperait pas un peu plus? Pourquoi on ne ratifierait pas les instruments qui ont été élaborés par les Africains pour les Africains? Qu'est-ce qui empêche que tous les États membres de l'Union africaine deviennent membres de la Cour africaine des droits de l'homme? Voilà l'enjeu qui est là. Comme ailleurs, en devenant membre du Conseil de l'Europe, vous devenez la Cour également. Oui. Pourquoi se limiter au ratification? On aurait pu faire un principe fort. Tout État membre de l'Union africaine deviendrait automatiquement membre de la Cour africaine et donnerait la possibilité à ses citoyens, lorsqu'ils ne sont pas satisfaits de la justice interne, de saisir la Cour africaine des droits de l'homme au nom de principes communs qui sont dégagés dans tous les instruments juridiques de l'Union africaine. Qu'est-ce qui empêcherait de le faire? Au nom du respect universel et effectif des droits de l'homme. Oui. Et parlant de ce système africain des droits de l'homme, il faut rappeler, alors vous verrez mes écrits, les articles, j'ai fait un article sur l'attractivité du système africain des droits de l'homme, allez sur le site de l'université de Pretoria, vous pourrez retrouver cet article où je développe cette question de la protection africaine des droits de l'homme. Regardez sur Internet, regardez mon article sur les droits de l'enfant, je développe le système particulier de la protection des droits de l'enfant. Vous pourrez regarder ce que j'ai écrit sur la torture dans le cahier africain des droits de l'homme. Donc, je ne vais pas faire des développements surabondants sur ces questions. Juste pour vous dire que ce système régional, aussi séduisant qu'il pourrait paraître, aujourd'hui souffre de l'ambiguïté des États africains qui ne veulent pas s'engager pleinement dans le système. En même temps qu'ils proclament être victimes de la Cour pénale internationale ou de tel ou tel autre. Mais en même temps, l'on ne voit pas. Or là, il y a des obligations. La Cour doit jouer son rôle, à l'instar de la Commission. Parce que ces institutions, comme l'a rappelé la Commission africaine dans l'affaire Ken Saro-Wiwa, la Commission a bien dit clairement qu'elle a été chargée par la charte de l'obligation positive de prévenir la violation des droits de l'homme. Paragraphe 43 de l'affaire Ken Saro-Wiwa. Par conséquent, la Commission a insisté pour dire que chaque État parti à la charte africaine devrait assumer ses responsabilités sans esquive. Assumer ses responsabilités sans esquive. Oui. Donc, et là, il faut assumer ses responsabilités. C'est-à-dire s'engager pleinement dans le système africain de protection des droits de l'homme. Oui. Ce n'est pas le cas. La pose des questions de la justiciabilité régionale. On a une charte. Mais comment ne pas s'en servir? Alors, vous me direz, oui, il y a le mécanisme de la Commission qui peut transmettre des affaires à la Cour africaine des droits de l'homme. Oui, mais ça, c'est de façon indirecte. Et la Commission n'est pas tenue, n'a pas l'obligation. La Commission peut discriminer. On aurait pu permettre la saisine directe des individus, comme d'autres États en ont montré l'exemple. Je prends le cas de la Tanzanie. Je prends le cas du Bénin.
qui montre l'exemple sur ce terrain. Oui. Et je serais heureux, si vous voulez maîtriser la jurisprudence de la Cour, non seulement je vous lisais mon article que j'ai évoqué, mais regardez sur le site de la Cour, tous les arrêts aujourd'hui sont publiés, travail formidable que fait la Cour africaine des droits de l'homme aujourd'hui. Enfin, reste un dernier point, la justice pénale internationale. Lisez, regardez ma vidéo sur la justice pénale internationale. J'aborde la question de l'organisation de justice, j'aborde la question de la politique pénale internationale, j'aborde ensuite 2 vidéos, la question de la procédure pénale internationale, qui est complexe et lourde. J'ai évoqué ces questions. Je ne vais pas donc ici m'étendre sur ces questions, mais juste pour dire que cette justice pénale internationale, elle ne peut fonctionner qu'avec la coopération des États. Elle ne peut fonctionner qu'avec le soutien politique des institutions internationales. Mais qu'en elle-même, elle ne peut pas traiter tous les cas. Elle ne peut juger que les cas les plus graves, les plus importants. Qu'il ne faut pas s'imaginer que la justice pénale internationale, notamment la Cour pénale internationale, chercherait à se substituer aux États. Elle n'a pas vocation à remplacer la justice pénale des États. Elle vient compléter la justice pénale de l'État. Elle ne peut intervenir que si l'État n'est pas capable d'agir ou ne veut pas agir. Elle est donc complémentaire. Et je rappelle qu'il appartient donc aux États de proposer des systèmes judiciaires pertinents, compétents, efficaces pour pouvoir assurer la justiciabilité des droits de l'homme. Et en ce sens, il faut toujours rappeler que le droit international pénal n'est pas l'apanage simplement des juridictions internationales, la Cour pénale internationale. Le juge interne est lié par le droit international pénal. Le juge interne est tenu de réprimer les crimes contre l'humanité, crimes de génocide, crimes de guerre. Donc, il lui faut des outils juridiques pour pouvoir agir dans ces matières. Ça supposerait d'ailleurs que ces crimes internationaux soient intégrés dans la législation interne. Sinon, il y aurait pour le juge interne un défaut de base légale à agir. Oui. Donc, tout ça, c'est important. La justiciabilité sur ce terrain est important. Pour terminer donc sur cette 4e vidéo, je voudrais conclure pour dire que la transversalité et l'effectivité des droits de l'homme constituent des objets d'étude importants pour le chercheur. Il faut donc densifier dans vos thèses votre jurisprudence, les éléments de doctrine, etc., etc., pour nous restituer non seulement la juridicité du droit objet de votre thèse, mais également sa justiciabilité. Parce que dans la thèse, il ne suffit pas simplement de déclamer, bon, il y a eu des violations ici, atteinte au droit de... Oui, d'accord, mais alors qu'on fait quoi? Quelle est la procédure à suivre? Quel est le juge compétent? Quel type de contentieux? Quels sont les obstacles que l'on va rencontrer dans ce contentieux? Quelle est la procédure, etc. Puis, après le contentieux, qu'adviendra-t-il des réparations? Comment elles seront exécutées? Etc., etc. Et tout ça, c'est ce qui fait la cohérence d'une belle thèse. Je vais donc m'arrêter à cette conclusion et je terminerai cet enseignement par la 5e vidéo, le 5e chapitre, sur lequel je vais insister, qui va donc, la 5e vidéo va donc porter sur le particularisme du droit international humanitaire, que je vais donc évoquer dans la 5e et dernière vidéo de cette grande leçon inaugurale, cette grande leçon d'introduction au séminaire doctoral de cette année. Je vous remercie et à la prochaine vidéo.